Mercredi 30 novembre 2022, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, les titres du journal. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs points ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À suivre dans cette édition, la quintessence des décisions issues de ce Conseil des ministres. Ce mercredi 30 novembre 2022, 50e anniversaire du discours-programme pour une politique nouvelle d'indépendance nationale, Agapite Napoléon Maforican lance un appel à visée professionnelle, voire corporatiste, à l'ensemble des acteurs des médias au Bénin, afin de remettre les médias dans le jeu des acteurs crédibles du développement du pays et non à la remorque des autres pouvoirs, voire des réseaux sociaux. Un camion chargé de charbon a percuté la clôture de la mairie de Savalou dans la matinée de ce mercredi 30 novembre 2022. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, mais d'importants dégâts matériels ont été signalés. Plus de détails dans cette édition. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 30 novembre 2022 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, d'importants points ont été abordés et plusieurs décisions ont été prises. À présent, je vous invite à suivre le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji. Au chapitre des mesures normatives, création d'une nouvelle société de manutention au port de Cotonou. La modernisation en cours du port de Cotonou conduit à la réorganisation des activités portuaires autour de trois principaux terminaux, à savoir un terminal polyvalent, un terminal à conteneurs et un terminal vraquier en construction. Un tel contexte appelle davantage de professionnalisme et de spécialisation des acteurs, puis nécessite la mobilisation d'importants moyens financiers par les manutentionnaires. C'est pourquoi le gouvernement a fait l'option de créer une nouvelle société de manutention pour la gestion du terminal polyvalent et du terminal vraquier. Celle-ci sera d'économie mixte avec son capital porté par l'État et un partenaire stratégique de référence internationale. Ce choix présente le double avantage de faire profiter au port de l'expertise du partenaire stratégique, de son réseau d'armement qui induira l'accroissement du trafic portuaire et de sa capacité à mobiliser les financements nécessaires à l'acquisition d'équipements modernes de manutention. Cette nouvelle société prendra donc le relais de la Société béninoise des manutentions portuaires SOBEMAP, dont le faible niveau de compétitivité s'explique notamment par son statut d'entreprise publique qui ne facilite pas la flexibilité et l'adaptation aux exigences du commerce maritime international. En cause aussi, sa trop faible capacité d'investissement qui ne lui permet pas d'adapter ses équipements aux besoins de l'industrie maritime en perpétuelle mutation, ainsi que la structure de ses charges d'exploitation. Par ailleurs,
Il est à rappeler que le Conseil des ministres du 14 septembre 2022 a acté la création du bureau d'embauche unique dont l'opérationnalisation prochaine permettra d'assurer une meilleure gestion des dockers en leur offrant de meilleures conditions de travail et de vie. Pour toutes ces raisons, il convient donc de procéder à la dissolution de la SOBEMAP, de nommer son liquidateur et d'engager le processus de création de la nouvelle société mixte de manutention. Ont été également adoptés au titre des mesures normatives les décrets portant autorisation d'ouverture, d'import-export de diamants et autres substances précieuses et semi-précieuses par la société SPECASARL, augmentation du capital social de la société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé et modification de ses statuts. Au chapitre des communications, en point 1, recrutement de 30 internes des hôpitaux en médecine au titre de l'année 2022 et de 13 internes des hôpitaux ayant achevé leur formation en 2017. La première promotion d'internes a été recrutée en 2012 et, au regard des besoins à satisfaire au niveau des formations sanitaires, il urge de procéder à un nouveau recrutement pour une meilleure prise en charge sanitaire des populations. C'est à cet effet que le Conseil a autorisé, pour le compte de l'année 2022, le recrutement de 30 internes des hôpitaux avec un statut d'élève praticien spécialiste. Par ailleurs, les 14 internes recrutés en 2012 ont achevé leur formation en 2017. Mais les dispositions n'avaient pas été prises pour leur intégration dans la fonction publique, au point où certains se sont orientés vers des opportunités d'emploi qui s'offraient à eux. Cette situation a entraîné une forte démotivation des intéressés et constitue un facteur qui réduit l'engouement des candidats potentiels au concours d'internat si rien n'est fait pour y remédier. Actuellement, il se trouve que la faculté de médecine de Parakou et celle des sciences de la santé de Cotonou ont un grand besoin des profils d'internes de la promotion 2017. Le Conseil a donc décidé du recrutement comme assistant, à titre exceptionnel et dérogatoire, de 13 internes des hôpitaux de cette promotion. En point 2, contractualisation pour la mission de conception et de supervision des travaux de construction des usines de granit et de marbre au Bénin. Dans le souci de promouvoir la transformation et la valorisation de nos ressources naturelles, le gouvernement a prévu la construction d'une usine de production de pierres ornementales et de carreaux de céramique pour satisfaire les besoins en matériaux de construction. Dans cette perspective, les études géologiques et géotechniques menées par un cabinet spécialisé ont abouti à des résultats concluants qui confirment la disponibilité en quantité appréciable de pierres ornementales de très bonne qualité constituées de divers faciès de granit et de marbre. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la contractualisation avec un cabinet spécialisé avec pour finalité la construction des usines dédiées à leur transformation. Dans le cadre des élections législatives de janvier 2023, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire les députés de la 9e législature de l'Assemblée nationale. Relativement à la suite du processus électoral, 4 dates sont à retenir. Le vendredi 23 décembre 2022, le dimanche 8 janvier 2023, le mercredi 11 janvier 2023 et le jeudi 9 mars 2023. Le 23 décembre 2022 débute la campagne électorale. Le dimanche 8 janvier 2023, les électeurs se rendront aux urnes pour choisir les 109 députés qui vont siéger prochainement à l'Assemblée nationale. Le 11 janvier 2023, publication des résultats provisoires. Le 9 mars 2023, publication du rapport général. Pour rappel, 7 partis politiques sont en lice pour ces élections législatives, notamment l'UDBN, l'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain, Mouel Bénin, Mouvement populaire de libération MPL, les démocrates et la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE.
Je l'annonçais au sommaire de cette édition, ce mercredi 30 novembre 2022, 50e anniversaire du discours programme pour une politique nationale d'indépendance de la junte militaire ayant pris le pouvoir le 26 octobre 1972 au Bénin. Agapite Napoléon Maforican lance un appel à visée professionnelle, voire corporatiste, à l'ensemble des acteurs des médias au Bénin. Pour lui, à travers son adresse, il s'agit d'attirer l'attention sur un certain nombre de points dans le cadre des 20 ans des premiers états généraux de la presse béninoise qu'il a eu la chance et l'honneur de présider. C'est un appel qui est fait d'abord en prenant en compte la symbolique de cette date. 30 novembre 2022, ça fait 50 ans que le commandant Mathieu Kérékou, que beaucoup ont connu sous le grade de général, mais le commandant 72 a fait ce qu'on a appelé le discours programme pour une politique nouvelle d'indépendance nationale. Il s'agissait donc pour lui, après le coup d'État de 26 octobre 72, il s'agissait donc pour lui de décliner la politique qu'il entend mener. Et cette politique a été mise en place en cohésion avec ce qu'on appelait les forces vives de la nation à l'époque. Donc les jeunes cadres, les intellectuels, tous ceux qui en avaient marre de ce qu'on appelait les régimes de démission de 60 à 72. Alors en mettant à profit cette date, ces 50 ans, pour faire un appel aux médias, c'est que nous puissions, en tant que médias, nous abreuver à l'aune du contenu du discours de 30 novembre 1972, c'est-à-dire la politique nouvelle d'indépendance nationale qui appelle à compter d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources, qui appelle à considérer le monde comme un monde d'intérêt, où nous, Africains, nous, Béninois, nous n'avons peut-être pas la même histoire, la même sociologie, le même environnement de développement que l'Occident, qui nous a colonisés et qui continue de profiter ou d'exploiter le potentiel colonial pour passer ses messages, pour passer son système, pour placer son système et pour nous faire passer la culture telle qu'elle est perçue en Europe. En clair, en tant que médias, est-ce que nous avons les mêmes défis que les médias occidentaux? Aujourd'hui, après 2016, nous sommes allés à la conférence nationale en 1990. On a dit qu'on a vaincu la fatalité, mais on a compris que le pays a encore drainé plein de problèmes. Depuis 2016, on expérimente une politique. Mais les médias me semblent totalement exclus, s'exclure à eux-mêmes. Ils n'impactent absolument rien et nous restons dans des postures de consommation des discours extérieurs, c'est-à-dire des discours des politiques et des formats qu'on nous a ingurgités au regard donc, de l'environnement occidental. En tant que Béninois, est-ce que le défi d'aujourd'hui n'est pas de regarder un peu de près l'environnement dans lequel nous vivons? Donc, l'appel d'aujourd'hui, c'est que nous prenions conscience que ce qui se passe au Bénin depuis 2016 est un processus qui avance et dans lequel nous ne devons pas nous exclure. Et qu'à l'horizon 2060, au centenaire de notre indépendance, les médias doivent être présents pour raconter l'histoire des 100 ans. Et dans l'histoire des 100 ans, on ne peut pas oublier celle qui a commencé depuis 2016 sous la présidence du président Talon. Alors, quelle place nous prenons dans ce changement, dans ce processus? Quelle place nous prenons dans le processus de numérisation? Aujourd'hui, le monde est numérique. Les médias numériques, les médias en ligne. Quelle place nous prenons là-dessus? Quelle est l'offre aujourd'hui de messages, de contenu médiatique que nous donnons aux populations? Comment nous appréhendons le numérique? Quel est l'environnement de l'entreprise de presse aujourd'hui? Dans quelles conditions nous travaillons, nous formons nos journalistes? Comment ils travaillent? Quelles garanties ils ont en se maintenant journalistes? Ils vont quand même satisfaire leurs besoins immédiats, leurs besoins futurs et être au service du développement. Voilà autant de questions que je voulais que nous nous approprions et que les fêtières n'arrivent plus à appréhender du tout. Ce n'est pas le procès, c'est plutôt que nous nous réunissions et pour que nous puissions réfléchir ensemble sur l'avenir, surtout que cette année, c'est les 20 ans des États généraux, les premiers États généraux qui ont eu lieu du 18 au 23 novembre 2002. Voilà globalement un peu, c'est un appel un peu au réveil, à un sursaut médiatique dans ce Bénin révélé que je fais à nous tous, professionnels des médias à divers niveaux. J'avais promis, lors du lancement de Afrique Perspective 100,
la Fondation de l'Afrique Nouvelle fait un discours le 23 novembre qui était la date de clôture des premiers états généraux de la presse. Le discours aura lieu. L'appel du 30 novembre n'est que le point de départ. Je pense que les propositions vont être déclinées. Je demande simplement un sursaut, un réveil, un sursaut dans ce Bénin qui avance. Les médias ne peuvent pas rester en marche. Les médias ne peuvent pas laisser la place aux réseaux sociaux. Eux ne sont pas les médias. Les médias ont un rôle particulier. Et comme on le dit souvent, nous avons 3 fonctions: informer, éduquer et distraire. Et dans ce lot, il y a du travail à faire que les réseaux sociaux ne peuvent jamais faire et ne feront jamais. Toujours dans le même registre, au Bénin, on appelle 3 glorieuses l'ensemble des événements qui se sont produits à la date du 30 novembre pendant la période révolutionnaire. Aujourd'hui, 30 novembre 2022, la rédaction d'EZAE Télévision vous propose de suivre les faits qui ont marqué les dates du 30 novembre 1972, 30 novembre 1974 et le 30 novembre 1975. Une réalisation de Quentin Amoussou. Le Bénin, sous la période révolutionnaire, a été marqué par 3 grands événements enregistrés un 30 novembre. Il s'agit du 30 novembre 1972, du 30 novembre 1974 et du 30 novembre 1975. Ces 3 dates forment dans l'histoire politique de la période révolutionnaire du pays ce qui est communément désigné sous la dénomination de 3 glorieuses. En effet, le 26 octobre 1972, un coup d'État militaire est intervenu et a mis fin au régime civil. Dans leur volonté de redresser le pays, les militaires maîtres des lieux ont mis sur pied 2 commissions chargées de lui proposer dans les meilleurs délais un programme politique, économique, financier, social et culturel. Le travail fait, le fruit de la réflexion a été solennellement présenté jeudi 30 novembre par le chef de l'État, le chef bataillon Mathieu Kérékou, au palais de la République devant une salle comble et dans une déclaration radio-diffusée en direct, le nouveau chef de l'État présente à la nation le programme qu'entendent désormais suivre les promoteurs de la révolution du 26 octobre 1972. Ainsi naquit le discours-programme de politique nouvelle et d'indépendance nationale. Le nouvel homme fort qu'on connaissait pour ses longs discours avait d'une voix imposante demandé à ses concitoyens de compter d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources, sur l'initiative créatrice des larges masses dans notre lutte pour nous libérer de la dénomination étrangère et pour développer notre économie et pour donner à notre peuple la dignité et la personnalité d'un peuple libre. C'était en tout cas un message qui présentait 3 grands axes. D'abord la réorganisation de toute la structure économique, culturelle et sociale du pays dans le sens d'une libération de la dénomination étrangère, d'une éradication de la corruption, de la constitution et du népotisme et d'une plus grande efficacité, plus l'affrémissement de l'autorité de l'État et enfin le développement des relations extérieures du pays avec le reste du monde sans discrimination sur la base du respect de la souveraineté nationale, de l'égalité et de l'avantage réciproque. Ce énoncé, aussi simple qu'il soit, montre aussi bien l'immensité de la complexité de la tâche qui incombe au gouvernement militaire révolutionnaire chez MR, lequel a par ailleurs indiqué que pour y faire face, il faudra agir simultanément dans tous les domaines: monde rural, industrie, commerce et finances, assainissement financier, éducation et formation des cadres santé et affaires sociales, administration politique extérieure. Autre information dans cette édition, un camion chargé de charbon a percuté la clôture de la mairie de Savalou. C'était dans la matinée de ce mercredi 30 novembre 2022. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, mais des dégâts matériels ont été signalés. Selon les témoins, le chauffeur du camion a perdu le contrôle de son volant et a percuté un mur de la mairie et s'y est retrouvé à l'intérieur. Blessé, le conducteur du camion a été conduit de toute urgence à l'hôpital. Pour rappel, le camion chargé de charbon a quitté l'arrondissement de Tchéti pour Boïko. Les députés de la 8e législature ont voté hier mardi 29 novembre 2022 la loi numéro 2022-32
du 29 novembre 2022 portant code de la nationalité béninoise. Lors de la séance plénière présidée par Louis Vlavonou et en présence du ministre de la Justice, Séverin Quenom, le code de la nationalité béninoise a été actualisé. Entre autres aspects, le code stipule que toute personne qui contracte un mariage avec un Béninois ou une Béninoise acquiert également la nationalité béninoise grâce à la nouvelle loi. Toutefois, le lien du mariage ne produit d'effet qu'au terme d'un délai de 2 ans à compter de la célébration du mariage. Dans l'élément qui suit, je vous invite à suivre le commentaire de quelques citoyens béninois. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et Francis Farami. La vie, elle est mitigée, c'est vrai. Mais je pense qu'en l'occurrence, cela est de bon ton. Que quelqu'un qui vient dans un pays puisse bénéficier de cette nationalité. Mais la seule chose à laquelle nous devons réfléchir, c'est quelles sont les conditions qui sont mises en place avant que la personne puisse accéder à cette nationalité-là, puisse bénéficier de cette nationalité. Si les conditions sont bonnes, on ne peut pas se lever là où je suis dans ma position de dire que c'est mauvais ou bien c'est bon. Mais toutefois, quand nos frères vont à l'étranger, vont à l'extérieur, ils profitent de cette nationalité pour se faire en réalité, pour se construire là-bas. On peut marier les Béninoises pour trouver les nationalités du Béninoises. Donc, on les voit apprécier les dessous. Mais seulement que ils dorment, ils n'ont bleu. Ils dorment, ils n'ont bleu. C'est des bonnes décisions qu'ils ont prises. Ce sont des intellectuels qui sont assis là. Il y a des juristes qui sont à l'Assemblée. Il y a des hommes de droit qui sont là-bas. Je crois bien qu'ils sont plus outillés pour savoir réellement à quoi s'en tenir. Et s'il le faut, je préfère qu'on se réfère également aux expériences d'autres États. Par exemple, la patrie mère, notre patrie mère qui est la France. On peut se référer maintenant à comment est-ce qu'eux, ils octroient, ils accordent maintenant ce privilège-là. La nationalité à nos frères, à nos sœurs qui se retrouvent chez eux. Et également maintenant, faire une transposition, mais toutefois en tenant compte de nos réalités à nous. Par exemple, tenir compte de nos réalités et de nos us et coutumes, on ne pourra pas faire quelque chose de potable qui puisse tenir dans le temps. Et ces étrangers-là, d'abord, on ne connaît pas ce qu'ils sont ou ce qu'ils peuvent faire dans notre pays. De nos jours, il y a trop de désordre, il y a trop de conneries. Les gens viennent, ils font des braquages et autres là. On leur obtient notre nationalité, c'est qu'ils vont encore faire tout ce qui est pire. Parce qu'on ne les connaît pas. Ils peuvent toutefois se marier à quelqu'un de notre pays et puis, tôt ou tard, divorcer, encore faire du désordre, juste pour obtenir la nationalité et créer ces dégâts-là. Pour retourner chez eux. Comment on va pouvoir les attraper? Comment on va pouvoir les localiser? On ne sait pas. Donc, je ne suis pas trop d'avis qu'on vote cette loi parce que dans les autres pays à l'étranger, par exemple, prenons la France, pour obtenir la nationalité française, c'est tellement difficile. Ce n'est pas facile à donner la nationalité comme ça. Les sérieux. Ils n'aiment pas donner leur nationalité comme ça. C'est très difficile. Le partenariat entre la France et le Bénin a évolué. Le choix des axes d'intervention dépend désormais des besoins exprimés par le Bénin. Cette déclaration a été faite par Marc Vizy, l'ambassadeur de France près le Bénin le vendredi 25 novembre dernier au Café Média Plus à la Maison des Médias Thomas Meyansan de Cotonou. Des propos recueillis par Carles Kitome, Ulrich Amengampoé. Moi, je crois pouvoir vous dire que, et ça n'a pas toujours été le cas, vous avez raison de poser la question, c'est aujourd'hui, nous, on ne fait rien que ne souhaite pas le gouvernement du Bénin. Un gouvernement, il a été élu, enfin, il a été formé par un président élu, on n'est pas, nous, à décider de ce qui est bon pour le Bénin ou mauvais pour le Bénin.
coutume de dire que les meilleurs spécialistes du Bénin, c'est quand même un peu les Béninois. C'est pas les Français, c'est eux qui vivent ici, qui savent quelles sont les difficultés, quelles devraient être les priorités, donc on doit être à l'écoute de ça. Et ils ont des organes représentatifs qui sont le gouvernement, le Parlement, donc c'est eux qu'on doit écouter. Alors, par exemple, le président Talon nous dit, ben voilà, à l'AFD, les priorités maintenant, c'est l'énergie, parce que vous êtes bon dedans, c'est la culture et c'est la formation professionnelle. Essayez de ne pas vous disperser dans d'autres domaines, parce que dans d'autres domaines, on a d'autres partenaires qui sont peut-être plus qualifiés pour la santé, l'autre chose. Donc, il y a des lignes qui sont fixées en fonction des autres financements que peut trouver le gouvernement béninois, et on nous donne des orientations. Alors, en même temps, si je veux dire, nous, par exemple, je sais pas, l'AFD peut dire qu'elle a une expertise dans tel domaine, peut-être dans un autre domaine que ceux pour lesquels le gouvernement béninois nous a dit de travailler avec lui. Par exemple, on peut se dire, on n'est pas mauvais, on pourrait proposer un projet intéressant dans tel domaine de la santé. Alors, on ne va pas se priver d'aller le proposer, évidemment, mais on fait d'abord avec les Béninois ce que souhaitent les Béninois. C'est aujourd'hui la philosophie, mais ça se fait dans une forme de dialogue. On propose des choses, on sent plutôt réserver plutôt l'argent pour ça. Ça se fait de manière d'égal à égal et de manière équilibrée. Et ça, vous avez raison de poser la question parce que c'est un peu nouveau. Il y a eu quand même des périodes où les grandes agences européennes, de l'ONU, tout ça, disaient voilà, c'est ça que vous devez faire. Comme si on savait mieux ce dont les Béninois avaient besoin que les Béninois eux-mêmes, ce qui est quand même assez inquiétant. Aujourd'hui, les grands axes qu'on nous a fixés, c'est la culture, la formation professionnelle, l'énergie, et on est aussi un peu ici en train de mettre en place ce nouveau modèle de partenariat de défense avec les 4 axes que je vous ai donnés et avec l'absence de troupes au sol. Il y a des formateurs qui sont formés, ils sont au sol, mais il n'y a pas de combattants au sol. C'est ça que je voulais dire. Dans le domaine de la spiritualité, le TOFA, la traditionnelle consultation du Fa, art divinatoire qui a lieu chaque fin d'année, est une prédiction des faits qui peuvent se produire dans l'année à venir. Ainsi, le prêtre de Fa, le professeur David Kofi Aza, anime cette consultation. Mais depuis peu, les initiations pour le TOFA se sont multipliées. Le professeur explique ce fait et donne quelques explications pendant l'émission matinale. L'invité, suivez plutôt. Ce qui se passe réellement au TOFA, c'est comme vous allez faire un check-up chez le médecin. Le médecin vous dit, tenez, il y a telle maladie en gestation, il y a telle autre en gestation, voilà le traitement qu'il faut faire. Si vous faites bien votre traitement, c'est que les maladies qu'on avait déjà trouvées qui sont en gestation peuvent ne plus se développer. Et avec les médicaments, le traitement qui est fait, ces maladies-là peuvent partir. C'est la même chose que le TOFA. Le TOFA nous dit exactement, voilà ce qui va se passer au cours de l'année à venir. Les années où on a les moyens de faire les sacrifices, les prédictions du FA ne se réalisent pas. Ou pas à 100%. Parce qu'on prend la disposition pour atténuer ou déjouer complètement ces prédictions-là, qui sont négatives. Maintenant, il y a des années où on n'a pas souvent les moyens et on ne fait pas grand-chose. Et là, toute la population est applaudie, dit le FA a dit ça, c'est pas, le FA a dit ça, c'est pas. Notre objectif, ce n'est pas que les prédictions du FA, là, négatives, là, se réalisent, non. L'objectif, c'est de pouvoir les identifier, anticiper et corriger ça pour que ça ne se réalise pas. Donc, quand on a la population cotise et qu'on a ce genre de moyens et que les rituels expiatoires et propitiatoires ne nécessitent pas grands moyens, on arrive à corriger tout ça là. On ne rencontre, on ne voit, mais on ne sent même pas que le FA avait prédit ça. Parce que ça n'arrive pas souvent. Peut-être on peut sentir quelques fumées, mais ça n'arrive plus. Donc on se dit, le FA a dit ça, mais ça n'est pas arrivé. Pourquoi la population s'attend à ce que les malédictions du FA là, s'abattent là, sur elles-mêmes? C'est ça souvent la question que je me pose. Je dis, mais nous on fait tout pour éviter ces malédictions-là, ces mauvaises prédictions, mais eux ils veulent que ça se réalise pour dire que, pour applaudir le FA. Nous on n'a pas besoin d'être applaudis.
On a besoin de servir le peuple. Alors, l'autre interrogation qui subsiste dans les esprits, c'est de savoir, est-ce qu'il y a de l'unicité? Est-ce que tous les Bokono sont d'accord sur le Béné Tofa là? Parce qu'on entend parfois qu'à tel endroit, d'autres font le Tofa, à tel autre endroit, d'autres font le Tofa. Pourquoi on note cela, ce qui n'était pas le cas par le passé? Je veux vous dire quelque chose. Si vous commencez par faire, vous avez une initiative, et que l'initiative commence par porter, d'autres vont copier. On ne copie pas ce qui est négatif. Vous n'allez pas voir un voleur venir dire publiquement, moi j'ai copié tel voleur, et puis j'ai volé ci, j'ai volé ci, j'ai volé. Non, on copie ouvertement là, ce qui est bon. Le Tofa, nous l'avons fait pendant 10 ans. Et ce n'est qu'à partir de la 11e année que les gens ont vu que maintenant ça là c'est de la vérité. Et ils ont commencé par copier un peu partout. On ne peut pas refuser ça. Ça veut dire que ce que nous faisons a une portée. Et les gens ont cru à ça. Et aujourd'hui, les gens pensent qu'ils peuvent aussi nous imiter. Si on cherche à nous imiter, moi, on ne peut être qu'heureux par rapport à ça. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le Tofa, nous avons procédé à sa résurgence. Le Tofa a une histoire. Le Tofa a été oublié pendant 106 ans dans ce pays. Pendant 106 ans, personne ne s'est rappelé du Tofa. Et ce n'est que 106 ans après que j'ai procédé à la résurgence de ce rituel-là qui se faisait jadis dans ce pays. Mais quand 106 ans après, quelqu'un fait renaître quelque chose que même dans l'esprit des gens, on a déjà oublié, et que vous voulez imiter, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que ce truc-là, c'est telle personne qui a démarré. Mais pour le faire, malheureusement, on jette de l'opprobre sur ce que j'ai initié depuis 15 ans, et qu'on a commencé par copier récemment. On jette de discrédit sur ça pour dire que ça là, ce n'est pas bon. C'est ce que moi je fais aujourd'hui là, qui est bon. Mais tu étais où avant? Mais justement, pourquoi au niveau des prédictions, on a telle prédiction de tel côté, de l'autre côté telle autre, de l'autre côté telle autre? Alors que le FA est censé être quand même... Non, c'est normal. Parce que nous, on a fait une consultation, on a eu des signes du FA qu'on a interprétés. D'autres vont faire une autre consultation, ils auront forcément d'autres signes du FA. Donc, ils vont interpréter ces signes du FA là selon les règles de l'art. C'est ce qui fait la différence. Donc vous ne faites pas la même consultation en réalité? Non, nous on fait le Tofa. Et le Tofa a des codes que je n'ai jamais révélés jusqu'à aujourd'hui. Les gens se lèvent, ils pensent qu'on se lève et puis on vient, on consulte. Non. Il y a des rituels qui se font 7 mois avant le Tofa, on commence à préparer le Tofa. Je ne dirai pas comment ça se passe. Mais nous droit tout, ouais. 7 mois avant, on a déjà commencé. Les gens pensent qu'un matin on se retrouve et puis on jette le chapelet. C'est pas comme ça, on n'aura pas l'intégrité de l'énergie du pays. Mais eux, ils se lèvent le matin parce que c'est ce qu'ils sont. Ceux là qui le font aujourd'hui, c'est les gens qui ont participé au Tofa et qui ont vu comment nous on fait. Je pense que c'est ce qu'on vient présenter le jour là, qui est le Tofa même là. Le Tofa même est organisé 7 mois avant la consultation même. Mais comme ils ne veulent pas avoir l'humilité de venir demander, on ne leur a pas expliqué et on ne va pas leur expliquer. Hors de nos frontières, la page internationale de ce mercredi 30 novembre 2022 est condensée des actualités en Côte d'Ivoire, en Iran, au Pakistan et aux États-Unis. Une compilation informative de Nansirine Fatoumbi. En Côte d'Ivoire, l'ancien ministre de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, après plusieurs années d'absence, a rencontré ce mardi 29 novembre le ministre ivoirien en charge de la réconciliation nationale. Pour Charles Blé Goudé, cette audience était l'occasion de remercier de vive voix les autorités du pays pour avoir facilité son retour dans le pays. Le premier ministre irakien Mohamed Chia Al-Soudani a rendu visite ce mardi 29 novembre au président iranien Ibrahim Raïssi. Ce premier déplacement officiel depuis son accession à la tête du gouvernement il y a un mois a été vu comme une volonté d'affirmer les liens qui unissent le nouveau gouvernement irakien et son influent voisin. Mohamed Chia Al-Soudani annonce un renforcement de la coopération pour éviter les violations répétées de la souveraineté de son pays. Au Pakistan, au moins 3 personnes ont été tuées et 23 blessées dans un attentat suicide revendiqué par les talibans pakistanais 2 jours après leur annonce de la fin d'un cessez-le-feu. L'attaque a visé des policiers qui accompagnaient une équipe chargée de vacciner contre la polio dans l'ouest du Pakistan. Aux États-Unis, le Sénat américain a voté ce mardi 29 novembre une loi protégeant le mariage homosexuel dans l'ensemble du pays. Le projet de loi a été introduit par crainte d'un retour en arrière de la Cour suprême en la matière après que celle-ci est revenue en juin sur sa décision, révoquant ainsi le droit à l'avortement établi depuis 1973 dans le pays.
Voilà, chers internautes, ainsi se porte l'actualité au Bénin. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien.